La chose dans mon champ. Écrit et compté par Rafadam. Message radio intercepté par l'Agence spatiale internationale à 12h03, le 12 avril 2036. Origine inconnue. J'en ai bavé pour avoir mon champ et acheter ma maison. Après 40 ans à œuvrer en qualité d'agriculteur, je suis enfin propriétaire de mon chez-moi et d'une portion de terre. Le rêve américain, je suppose. Mais si je n'avais pas eu la garde de mon petit-fils, Andy, je me serais contenté d'une pension minable et d'une retraite somme toute assez triste. Alors vous comprendrez que je ne pouvais tolérer les intrusions dans mon champ et aux abords de la maison. J'avais trop sué pour avoir ça. Les petits merdeux de la ville aimaient bien mettre ma patience à l'épreuve. Ils adoraient jouer à cache-cache dans mes épis de blé et m'appeler pour me provoquer. « Hé, vieux plouc !» m'avait un jour insulté l'un d'entre eux. « Je viens de trouver si tu peux encore bouger les troncs qui te servent de jambes !» Je me rappelle avoir jeté un furtif coup d'œil à mes jambes. Elles étaient très bien, mes jambes. Et en forme en plus. Et puis, ces mêmes petits merdeux emmerdaient Andy à l'école. Alors fallait que je m'en occupe. J'ai pris mon fusil, pas un vieux modèle, sinon un fusil de précision. Une sorte de carabine longue distance que j'ai eue pour moitié prix. Je ne l'ai pas chargée et je suis rentré dans mon champ. D'habitude, je répondais à leurs insultes et c'est précisément ça qui m'empêchait d'en choper un. Ils me repéraient. Cette fois-là, je me suis faufilé en silence dans ce champ que je connaissais si bien. Ces petits enfoirés avaient laissé des cadavres de canettes et des paquets de chips. J'avais les joues rouges, toutes rouges, à cause du soleil et de la colère qui stagnait en moi. Oh, ils ont continué à me provoquer. « Eh, monsieur Macouit, ça vous dérange pas que j'emporte quelques épis ? Ma mère en a besoin pour son pot de fleurs d'été. » J'ai continué à avancer, le dos légèrement courbé et le regard alerte, la carabine bien en main. Ils étaient tout proches maintenant. Ils semblaient même s'être arrêtés de courir. Soudain, je les ai vus. Ils avaient arraché et piétiné pas mal d'épis. Mes épis. « Bon, allez, le vieux vient pas, » a dit l'un des jeunes. « On se casse. » J'ai alors fait mon entrée en scène. Je n'ai rien eu à dire d'abord. Le bruit du fusil qu'on recharge, ainsi que la lunette qui était posée dessus, ont suffi à les tétaniser. Je finis par dire « Je vois que vous avez déblayé le terrain. » Il y a eu un silence. C'était volontaire de ma part. Je cherchais la réplique qui allait leur faire comprendre qu'ils couraient à leur perte. « Bon, on va faire un truc. » Et j'ajoutais. « Je vais compter jusqu'à 20. Ça vous laissera le temps de vous cacher pour de vrai. Après, j'irai à travers champs pour vous trouer. Et celui que je chope, je l'enterrerai ici, vu que le terrain est déjà fauché et prêt à accueillir une ou deux tombes. » Nouveau silence, nouveau malaise dans l'assemblée des merdeux. 1, 2, 3... J'ai pas eu à compter jusqu'à 4 pour que les merdeux détalent. Bien sûr, mon arme n'était pas chargée, et je n'aurais jamais tiré sur ces jeunes, aussi écervelés soient-ils. J'ai bien ri ce jour-là. Ce que je ne savais pas encore à ce stade, c'est que c'était la dernière fois que je riais de ma vie. Andy avait peur de se confronter aux merdeux. Il aurait préféré que ça continue comme avant. Qu'il l'insulte et lui vole son sandwich à midi, ou qu'il le suive après les cours, avant de l'entraîner dans un terrain vague ou le rouer de coups. « Je te demande pas d'être un gros dur, » que je lui ai dit. « Je te demande juste de me dire si ces petits cons continuent à t'emmerder. » Andy était embarrassé. Il regardait par la fenêtre. Caramel, notre chien, nous regardait sans trop comprendre, bien qu'il soit pas con le clébard, parce qu'il est resté bien silencieux, comme conscient que cette conversation était importante. Et de toute manière, je leur ai filé une belle frousse, et je dis. Donc, s'ils avaient l'idée de t'emmerder, tu leur dis que ton grand-père ira leur montrer sa carabine, d'accord ? Ça devrait suffire. Mais je te dis, après ça, je pense pas qu'ils t'emmerdent à nouveau, hein ? Allez. On est resté à boire en silence, lui son chocolat et moi ma bière. Le petit avait pas une vie trépidante. Il avait pas d'amis à l'école et puis on vivait à l'écart, entouré par des champs. Vous savez, je suis pas dupe. Je sais bien que les jeunes ont besoin de stimulation, d'adrénaline, de faire des conneries. Et Andy, il en faisait pas de conneries. Cela faisait 3 ans qu'on avait perdu Elisa et Dave. Tous deux sont morts dans un accident de la route. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me demandais si j'allais pas vendre la maison pour qu'on s'installe en ville. Andy aurait peut-être plus à faire.
Il se ferait des amis, aurait peut-être même une petite amie. Élever un gosse, c'est pas facile, même quand on a déjà de l'expérience. Et puis, malgré tous mes efforts, mon fils est mort dans un accident de voiture. Je me demande encore ce que j'avais loupé et comment mon fils avait pu prendre le volant ivre. Je me serais pris la tête encore une bonne partie de la nuit si une lumière rouge n'avait pas attiré mon attention. Les nuits sont calmes par ici, et le ciel ne brille que sous l'effet des étoiles. Je me suis levé pour aller regarder par la fenêtre. La lueur s'éloignait en direction du champ. Je l'ai vu survoler les épis un bon moment, puis disparaître lentement. Sur le moment, je n'ai pas pensé à prendre la caméra pour filmer. De toute manière, il était peu probable qu'elle marche encore. Je n'ai pas fermé l'œil et à l'aube, je suis allé voir mes champs, comme à mon habitude. En passant dans le couloir, j'ai jeté un œil par la chambre d'Andy. Il ronflait, Caramel à ses pieds. Le chien m'a vu et il m'a suivi. Sur ma véranda, rien d'anormal. Le rocking chair se balançait légèrement sous l'effet de la brise. C'était le moment le plus agréable de la journée. Après, la chaleur écrasante ramollissait tout. J'ai descendu les 3 marches du perron. Sur ma droite, la grange entr'ouverte. J'ai froncé les sourcils en me demandant si je n'avais pas oublié de la fermer. Caramel a alors aboyé. Quand il aboyait, c'était en général que les gosses venaient piétiner mes épis de blé. C'est pas vrai, je pensais. Ils sont parvenus quand même. Nous sommes entrés dans le champ, Caramel et moi. Nous progressions lentement entre les épis qui commençaient à s'affaisser. J'avais l'esprit ailleurs et je n'ai pas réalisé tout de suite que le terrain était dégagé. Soudain, je me suis arrêté net et j'ai compris. J'étais en plein milieu d'un cercle immense dans lequel les blés avaient été courbés et même noircis pour certains, comme légèrement brûlés. J'ai vacillé légèrement et j'ai manqué de perdre l'équilibre. Caramel a aboyé de nouveau. Il a traversé le grand cercle et s'est enfoncé dans une petite allée. J'ai fini par le suivre. Le chemin menait à un autre cercle, plus petit. Tous les épis étaient à terre. Bien sûr, j'ai pensé au merdeux. Mais j'ai vite délaissé cette hypothèse en constatant la précision avec laquelle les cercles avaient été dessinés. Et puis, j'ai surtout repensé à cette lumière rouge que j'avais vue. En tout, il y avait une 12aine de cercles de différentes tailles, interconnectés. Je suis rentré fort perplexe à la maison, presque apathique et désemparé. Je n'avais soudain plus la tête à la récolte. « Ça va, papy ?» m'a demandé Andy. « On dirait que t'as vu un fantôme. » Je n'ai pas eu le courage de tout expliquer. Je lui ai simplement dit d'aller voir dans le champ. Il y est allé et est revenu s'asseoir à mes côtés. « C'est bizarre, » a-t-il fini par dire. « On dirait des agroglyphes ufologiques. » Je me suis retourné vers lui, étonné. « Des quoi ?» ai-je demandé. « Des dessins extraterrestres dans les champs, » a répondu Andy comme si c'était là une chose évidente. J'en avais assez entendu. Je suis allé chercher une bière bien fraîche et je suis revenu m'asseoir. Andy a alors dit un truc que je n'oublierai jamais. Tu sais, parfois il y a des événements qu'on ne maîtrise pas et il faut juste les accepter. La nuit venue, j'étais toujours sur la véranda. Je me balançais sur mon rocking chair. Je pensais pas à grand chose, si ce n'est que je commencerais la récolte des blés à l'aube. Si ça continuait comme ça, il ne resterait bientôt plus rien pour la moisson. Caramel était à mes pieds. Andy s'était endormi dans le hamac qu'il avait dressé entre 2 poteaux. Soudain, Caramel a relevé la tête, il a humé l'air, puis s'est mis sur ses pattes. Il grognait. Son aboiement m'a fait sursauter. Andy s'est réveillé et nous avons vu le chien s'élancer dans la nuit. Ça ne lui ressemblait pas. « Caramel !» ai-je crié. On entendait des aboiements au loin. Il semblait s'enfoncer toujours plus profondément dans le champ. Andy, va chercher la carabine et la lampe torche. Ai-je dit. J'étais sur les nerfs, 2 nuits blanches de suite. Et maintenant je ne sais quoi qui vient troubler nos nuits d'ordinaire si paisibles, bercées par le chant des insectes nocturnes. Andy m'a rapporté le fusil et la lampe torche. Il avait aussi pris le gros couteau de chasse. J'allais lui dire de reposer ça, mais quelque chose m'en a empêché. « Suis-moi !» ai-je dit. Caramel n'aboyait plus. De temps en temps, nous l'appelions « Caramel !» On sifflait même pour le guider vers nous. « Caramel !» Mais plus aucun signe de lui. Et la torche éclairait tout juste assez pour voir à quelques mètres devant soi. Après 10 minutes de marche, nous nous sommes arrêtés dans l'un des cercles. Au petit matin, on est reparti à la recherche de Caramel. On a fait une battue méthodique, mètre carré par mètre carré. On l'a retrouvé, à la périphérie du champ, la mâchoire inférieure arrachée. Les mouches volaient au-dessus de lui. Andy a voulu le toucher, mais je l'ai retenu.
Il sanglotait contre moi. Et de ce qu'il restait de la gueule du chien, s'échappait une substance visqueuse et fumante. La couleur oscillait entre le vert et le violet. On eût dit une larve difforme. Elle se soulevait légèrement et s'abaissait, comme sous l'effet d'une respiration. « Faut prévenir la police », a dit Andy tandis qu'il essuyait ses larmes. Prévenir la police, ça voulait dire faire une croix définitive sur la moisson. Il mettrait un cordon, les scientifiques et les militaires débarqueraient, et mon champ deviendrait bientôt le centre de toutes les attentions. « Va chercher des gants et une pince », et je dis. « Et prends aussi un bocal en verre. » Andy s'éloignait déjà pour amener tout ça. « Et prends l'appareil photo !» et je criais dans sa direction. Je me suis rapproché et me suis accroupi pour mieux observer cette chose. Elle semblait vouloir ramper. Des bulles se formaient à la surface pour se dégonfler et disparaître à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Soudain, l'une des bulles a éclaté et j'ai reçu des éclaboussures partout sur ma chemise et au visage. J'ai passé une manche sur mon nez et au creux de mes lèvres. Mais c'est comme si les projections avaient déjà disparu. J'ai regardé ma chemise. Les éclaboussures avaient disparu. Je me suis éloigné de la chose. Andy est revenu. La tête dans ma chemise, j'ai tendu ma main gantée pour prélever un bon morceau et le mettre dans le bocal. Andy avait eu la présence d'esprit de prendre une pelle. Il a commencé à creuser un trou pour enterrer Caramel. Je l'ai d'abord laissé faire, puis j'ai pris le relais. Le soleil commençait déjà à devenir insupportable. Après quoi, Andy a fait des photos. Puis il a sorti une caméra et a filmé la chose en action. Il avait sûrement dû se l'acheter avec son argent de poche. Ensuite, nous sommes rentrés, lui avec la pelle, moi le bocal sous le bras. Je n'avais pas la moindre idée de ce que nous venions de découvrir, ni de la marche à suivre. Je savais simplement que cette chose avait tué mon chien. Assis sur nos chaises, on est resté un bon moment à observer le bocal, posé sur la table. La chose avait changé de couleur et elle baissait en volume. Ses tons vert et violet se muaient en un marron légèrement bleuté. Les bulles n'apparaissaient plus en surface. « Et si on la congelait ?» a dit Andy. Il avait peut-être raison, d'autant qu'elle réduisait comme peau de chagrin. J'ai retiré les nuggets et les pots de glace pour faire de la place. J'ai ensuite posé le bocal soigneusement dans le congélateur. Et j'ai commencé à ressentir de la fièvre, puis des courbatures partout. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était sans doute dans les années 70, quand je faisais encore du foot américain et que je terminais plié en 4, histoire d'impressionner celle qui me regardait dans les gradins et que je prendrais pour épouse quelques mois plus tard. Mais jamais les parties de foot effrénées ne m'avaient fait vomir ainsi. J'ai vomi peut-être 7 ou 8 fois, à tel point qu'à la fin je vomissais de la bile. Ça va aller. Et je dis à Andy qui regardait sur le seuil de la porte. Va te recoucher. C'est qu'une crise de foie. Et sur ces quelques mots, j'ai déchargé à nouveau. Ça a fini par se calmer. J'ai bu 3 litres d'eau et je me suis effondré dans le lit. J'ai dormi 9 ou 10 heures. C'est Andy qui m'a réveillé. Il m'avait préparé un verre d'eau avec du citron. Il l'a posé sur la table de chevet puis s'est éloigné. Je lui ai souri, mais j'ai bien vu que quelque chose n'allait pas. « T'as le visage verdâtre », a dit Andy tandis qu'il me filmait avec sa petite caméra. « Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je me sens en pleine forme. » J'ai pris son verre et j'ai bu d'une traite. Soudain, j'ai repensé à Caramel. Je suis allé dans la salle de bain pour me regarder dans la glace. C'est vrai que j'avais la peau un peu verte. C'était étrange, mais je me sentais bien. « On devrait aller chez le médecin », a dit Andy, qui filmait toujours. « C'est pas normal cette couleur. » Je n'ai rien répondu. Il m'a suivi en me faisant un sermon. Les rôles s'inversaient. J'ai ouvert le congélateur, le bocal était intact, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. La chose s'était volatilisée. J'ai pris le bocal et je l'ai posé sur la table. « Regarde », que j'ai dit à Andy. « C'est rien, ça a disparu. » Andy a regardé le bocal, pas convaincu, puis il m'a parlé comme si j'étais le dernier des crétins. « C'est pas parce que tu le vois pas que ça existe pas », a-t-il dit avant de sortir en claquant la porte. Je suis sorti à mon tour. Il s'éloignait sur la route de terre avec son sac à dos. « Hé, Andy, tu vas où ? Attends !» J'ai voulu en dire davantage, mais je me suis mis à tousser. Une quinte de toux épouvantable qui m'a plié en deux. Je suis retourné à l'intérieur pour boire. J'ai bu à même le robinet pendant de longues minutes, une soif intarissable, suivie d'une fringale gargantuesque. J'ai mangé à peu près tout ce que j'ai pu trouver dans le frigo et le garde-manger. Boîte de thon, lard fumé, chips, Nutella, tout y passait, dans le désordre et en même temps. J'avais une faim incontrôlable, et ce n'est que quand cette frénésie s'est résorbée que j'ai repensé à Andy. J'allais prendre la voiture pour partir à sa recherche quand un détail a retenu mon attention. C'était mon ongle.
la peau de mes doigts se détachait. J'ai tiré un peu sur la peau qui bordait mon ongle. Elle était élastique et légèrement visqueuse. J'ai retiré un bon lambeau. Puis j'ai senti que l'ongle de mon index n'adhérait plus. J'ai posé mon autre index dessus et j'ai retiré l'ongle sans aucun effort, sans douleur ni saignement. Puis j'ai passé en revue tous les doigts de mes mains, puis les doigts de mes pieds. J'ai aligné mes ongles sur le bord de la table. La nuit commençait à tomber. J'avais passé la journée à manger, et j'ai alors vu des gyrophares par la fenêtre. C'était la police. Mon Dieu, Andy, ai-je pensé, il a dû lui arriver quelque chose. Je suis allé à leur rencontre, Andy était là, à leur côté. Il a gardé ses distances. Monsieur McQuitt, nous aimerions discuter à l'intérieur. Oui, ai-je dit. Allez-y, entrez. J'ai pris les devants, puis je les ai laissés entrer. Ne faites pas attention au bordel. Il faut que je range, ai-je ajouté. Je me suis retourné pour faire face aux 2 agents de police. L'un d'eux m'a alors dit avec aplomb. Je vais vous demander de mettre les mains en l'air, monsieur McQuitt. Qu'est-ce que vous me chantez là? L'autre officier est entré dans la cuisine. Il est revenu un peu blême et a chuchoté quelque chose à l'agent qui me prenait en joue. Soudain, ils ont tous regardé les mains que je tenais bien en l'air. Montrez-moi le dos de vos mains, monsieur McQuitt. J'ai regardé Andy. Il restait sur le seuil de la porte, tout aussi méfiant que les autres. J'ai montré l'état de mes mains. Le 2e policier a pointé son arme de fonction sur moi. Étrangement, j'étais calme et serein à l'idée de prendre une balle. Monsieur McQuitt, je vais vous demander de vous asseoir sur ce fauteuil là-bas, en attendant les ambulanciers. Comme vous voudrez, ai-je répondu avec une certaine ironie. Je suis allé m'asseoir. Sur la table de chevet, il y avait un petit miroir que ma femme adorait. J'avais une mine épouvantable. Le vert de ma peau était bien prononcé, et le blanc de mon œil était recouvert d'une membrane noire. Comme pour les ongles, j'ai senti que mes cils et sourcils ne servaient plus à rien. Je les ai retirés sous les yeux effarés des policiers. Je les entendais passer l'appel radio qui rameuterait tous les curieux de la ville. Puis j'ai commencé à retirer mes cheveux. Ils venaient assez facilement. Le cuir chevelu suivait comme du fromage fondu. Le plus étrange, c'est que ma conscience connaissait elle aussi un changement drastique. Une personne humaine aurait sans doute paniqué à la vue de tous ces changements morphologiques, mais pas moi. J'avais l'esprit plus tranquille et le cœur plus enfant que jamais. Je sentais que mon arthrose n'avait plus aucune emprise sur mes articulations. J'avais les membres secs et robustes. J'avais même retrouvé la vue. J'y ai pensé en voyant mes grosses lunettes sur le rebord de la table de chevet. Andy vous a sûrement dit ce qui est arrivé à Caramel, notre chien, n'est-ce pas? Ai-je alors lancé aux policiers. Les 2 policiers étaient en sueur. Ils s'essuyaient de temps à autre d'un revers de manche, tout en s'efforçant de me prendre en joue. Nous avons enterré le chien dans le champ, ai-je ajouté. J'allais vous prévenir pour qu'on retrouve le monstre qui a fait ça. Mais j'ai eu une crise de foi terrible, qui m'a scotché au lit, vous voyez? Je leur ai montré le film, a interrompu Andy. La chose t'a contaminé, faut qu'on t'emmène à l'hôpital. J'ai souri. Depuis la mort de ses parents, mon petit-fils s'était toujours préoccupé pour moi, et moi pour lui. T'inquiète pas, Andy. Je sais que ça peut faire peur, mais je t'assure, je me sens très bien. Au loin, j'ai entendu des sirènes. Vu le boucan qu'il faisait, il devait y avoir 3, 4 ou 5 voitures et camionnettes. Soudain, j'ai eu un spasme, suivi d'une vision. J'ai vu la route de terre, les voitures de flics et l'ambulance qui les suivaient. Je pouvais voir les conducteurs, leurs mines concentrées, les numéros de plaques d'immatriculation aussi. Et je pouvais entendre leurs conversations. Ils ont tous débarqué dans mon petit salon. Je voyais même plus Andy tellement il y avait de monde. Une femme s'est approchée de moi. Elle portait une blouse, un masque et des gants. « Monsieur McQuitt, je m'appelle Stéphanie, a-t-elle dit. Je vais examiner vos doigts et votre peau, si vous le permettez. » Je l'ai laissé faire, mais je commençais à perdre patience. Elle a semblé fort troublée, puis a sorti une petite lampe. « Je vais examiner votre œil maintenant. » La lumière a jailli et une douleur intense a parcouru tout mon corps. Par réflexe, je l'ai repoussée, si fort qu'elle est venue s'étaler 2 ou 3 mètres plus loin, aux pieds des policiers qui pointaient leurs armes sur moi. « Oh, je suis désolé, ai-je dit. Votre lumière m'a fait un mal de chien. Allez-y, vous pouvez reprendre. » Mais la femme s'est bien gardée de s'approcher. Une ligne de policiers, en revanche, s'est avancée. Ils m'ont menotté. Je les ai laissés faire, mais je sentais bien que j'aurais pu m'en débarrasser. Mais il y avait Andy, j'avais pas envie de faire ça devant lui. Je suis sorti, escorté par 4 policiers, et c'est là que je l'ai vu, à la lisière des champs.
Ils me regardaient. « Regardez !» ai-je dit. Mais les policiers ont pensé que je faisais diversion. Ils n'auraient rien vu de toute manière, l'inconnu était dans la nuit. Les gyrophares et la lampe de la véranda n'auraient pas suffi à l'éclairer. J'étais le seul à voir dans la nuit. Je m'en rendais soudain compte, et je n'allais pas tarder à découvrir une longue série de facultés nouvelles. Ils m'avaient menotté et fait monter dans un van blindé dépourvu de fenêtres. Mais je pouvais entrevoir à travers les parois. Tout était monochrome, certes, du moins ne voyais-je que des nuances de bleu. Je devinais 2 jeeps, puis j'ai arrêté de compter les véhicules qui agrandissaient un peu plus notre cortège. « Où comptez-vous m'emmener » ai-je demandé assez poliment. Pas de réponse. Ils étaient attentifs pourtant, à scruter le moindre de mes gestes, prêts à bondir, à m'injecter un sédatif peut-être. De toute évidence, ils ne m'emmenaient pas au commissariat du coin pour un simple interrogatoire. Je sentais en moi une grande force. J'aurais sans doute pu me libérer de mes chaînes. Mais j'avais encore à ce stade un certain civisme et un certain respect envers l'autorité. Sur la route, plus aucun véhicule civil. Cela faisait 1 heure que nous roulions seuls. Leurs échanges radio avaient fini par former un bruit de fond dans ma tête. Une sorte d'ASMR militaire, plein d'instructions et de messages codés. J'ai fini par m'endormir. Puis j'ai senti une vive piqûre au bras. Il venait de m'injecter quelque chose. J'ai gesticulé un peu, mais le sédatif ne m'a pas laissé le temps de protester. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé ligoté à un siège incliné. Tout autour, de grandes baies vitrées. Elles avaient l'air épaisses. J'ai regardé brièvement sur ma gauche, et quelque chose a attiré mon attention juste en face de moi. C'était mon reflet. De ce que je pouvais voir, je n'avais plus rien d'humain. J'avais dû changer d'heure en heure. Ma transformation toucherait bientôt à sa fin. Ils me l'ont dit. Je ne peux pas encore leur répondre, mais je peux les entendre. À ce stade, je communiquais avec eux par la pensée. J'avais décidément la conviction que l'homme n'est pas réductible à son enveloppe charnelle. Mon état le prouvait, puisque mon âme perdurait, enfermée dans un corps extraterrestre, qui plus est doté de capacités cognitives hors du commun. Soudain, le sas s'est ouvert et une horde d'infirmiers et de soldats sont entrés. Je pouvais voir qu'ils avaient peur, qu'ils ne savaient pas bien comment s'y prendre. L'un d'eux restait à l'écart. Sa veste kaki portait bon nombre de décorations, sans doute un général très important. J'ai voulu leur demander où était Andy, mais un son guttural et jusque-là inconnu est sorti de ma bouche. Ils ont tous reculé comme un seul homme. Seule une femme, plus courageuse que les autres, portant lunettes et masque, s'est avancée la main droite levée en signe de salut. Je l'ai laissé m'approcher. « Monsieur Macwitt, a-t-elle dit, vous me comprenez, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé en guise de réponse. « Votre état nous oblige à vous mettre en quarantaine, ajouta-t-elle, sur un ton aimable. Le temps de mieux cerner votre transformation. » J'ai senti une sorte de soulagement dans l'assemblée derrière elle. Ça y est, le contact était pris. J'allais acquiescer à nouveau quand ils m'ont appelé. Ils m'invitaient à rejoindre le vaisseau mère, à rompre mes chaînes et à fuir. Je sentais bien que la transformation me rendait amnésique. Je n'arrivais soudain plus à trouver le nom de mon petit-fils, et j'avais du mal à voir son visage dans ma tête. « Je vais maintenant vous faire une prise de sang », a alors dit la jeune femme, sans doute la scientifique en charge de ma quarantaine. Elle s'est approchée, et j'ai regardé l'aiguille qu'elle plantait dans mon bras visqueux aux reliefs étranges. Elle en a sorti un sang vert obscur, presque noir, et soudain, son parfum est parvenu à l'appareil olfactif qui me servait de nez. Une réminiscence a envahi tout mon être. Je pouvais voir la chambre de ma mère, la commode où elle rangeait son maquillage et son eau de Cologne, la grande cuisine où mon père dépeçait les lapins qu'il chassait. Puis tout s'est mis à bouger, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. J'ai été pris de convulsions, une série de spasmes monstrueux suivis de vomissements. J'ai fini par m'évanouir. À mon réveil, j'étais dans une salle d'infirmerie. Je suis resté un bon moment à examiner ma main et mon bras. Ils étaient revenus à un stade antérieur de transformation. Je pouvais presque deviner ma peau d'antan. Plus jeune et plus ferme cependant. Comme si la transformation, non contente de m'avoir procuré quelques dons nouveaux, m'avait aussi fait rajeunir. Je ne le savais pas encore, mais mon corps était désormais programmé pour vivre des siècles.
ce corps hybride, à mi-chemin entre le leur et le nôtre. Mes ongles avaient commencé à repousser. Ma peau, encore très verte à certains endroits, avait néanmoins un aspect plus humain. Les militaires veulent me faire d'autres scanners. J'entends parler les infirmiers derrière la vitre blindée. Je les entends comme s'ils étaient à côté de moi. J'ai jusque-là obéi. Je réclamerais bien le droit de sortir. Mais dans ce genre de situation, si extraordinaire, vient un moment où les droits les plus élémentaires sont bafoués. Je ne suis plus un homme. Je suis un simple cobaye sur lequel on essaiera de faire de la rétrogénétique. Les tests s'enchaîneront, tout comme les interrogatoires, toujours plus musclés. Ai-je tout de même pris la peine de leur dire vous, en blouse blanche, pourriez me retirer ces attaches? Ils ne m'entendaient pas. Le verre était trop épais. Je me suis concentré sur le plus vieux et je lui ai parlé par la pensée. Il a fait une drôle de tête, puis il a fini par regarder dans ma direction. Je pense que vous pouvez me retirer ça, ai-je dit en désignant mes attaches d'un mouvement de tête. Il a fait signe à ses compères et ils ont ouvert le sas. À peine la porte coulissante s'est-elle ouverte qu'une onde de choc est sortie de moi et a projeté les 3 infirmiers et les hommes en armes qui les accompagnaient. Quelque chose en moi avait pris les devants. Dans le choc, mes bras s'étaient détachés, ainsi que mes jambes. J'ai posé un pied par terre. Je répandais un gel visqueux sous mes pas. Une alarme s'est alors déclenchée. Je me suis retourné pour voir d'où ça venait. C'était l'un des hommes en blouse. Il avait rampé jusqu'à la table de contrôle, relevé le couvercle en plastique et appuyé sur le bouton jaune dans un dernier effort. Le bruit résonnait maintenant dans tout l'édifice. Il parcourait les longs couloirs, s'infiltrait dans les pièces et montait le long des canalisations. Au-dessus de moi, à l'étage, j'entendais leurs pas. J'ai alors entendu une voix dans ma tête. Ce n'était pas le langage des hommes, sinon un dialecte très ancien venu d'un autre univers. Il n'y avait ni verbe, ni sujet, juste des sensations. La base militaire n'avait plus rien de secret pour eux, et ils me sommaient de les rejoindre. J'étais nu, là, dans une base souterraine, le corps en pleine mutation, pris entre leur monde et le nôtre. Je refusais de me rendre, que ce soit devant cette armée ou une autre. J'étais encore maître de ma propre conscience, et j'avais encore une responsabilité envers quelqu'un, un petit garçon. Je pressentais la présence d'Andy, mais je sentais aussi qu'il l'emmenait autre part, hors de la base. L'alarme continuait de sonner. Les lumières blanches étaient devenues rouges et la plupart des salles s'étaient éteintes. J'essayais d'entrevoir une issue à travers ce dédale de galeries souterraines. Ils avaient condamné les portes et avançaient en rang serré jusqu'à moi. Je les ai laissés venir. Ils ont ouvert la porte qui nous séparait et m'ont sommé de me rendre. Ils portaient des lunettes de vision nocturne et pointaient leurs fusils d'assaut. La tension était palpable. Je sentais leur respiration lourde et malgré l'obscurité ambiante, je pouvais voir les gouttes de sueur qui perlaient sur le haut de leur front. Mon idée était de les contourner en grimpant au mur, puis au plafond, à la manière d'un lézard. Mais à peine me suis jeté au mur qui se trouvait sur ma gauche, qu'ils ont tiré à feu nourri. De toute évidence, ils n'avaient plus aucun intérêt à me capturer vivant. J'ai pu faire 3 ou 4 mètres le long du mur, avant de recevoir une balle dans la jambe et 3 dans le bras. Et je n'ai senti aucune douleur pourtant. Juste une rage inconnue qui a échaudé mes veines et a gagné ma tête. D'un coup, je me suis jeté sur l'homme le plus proche et avec une violence sans nom, j'ai arraché sa mâchoire inférieure. Une sorte de scalp. Les autres m'ont tiré dessus, bien sûr, mais j'ai utilisé le corps du pauvre homme comme bouclier. Après quoi, j'ai pu gagner le couloir principal et disparaître en lézardant le long du plafond. Dès lors, il était clair que j'étais un hors-la-loi, un assassin et un ennemi public qu'il tenterait d'abattre. Une créature intolérable. Une nouvelle espèce et une menace pour l'homme. Capable de grimper au mur, d'arracher une mâchoire comme on décapsule une bouteille, de parler le langage de l'envahisseur, de projeter une onde de choc dont je n'avais pas encore cerné toute l'étendue, et maintenant de régénérer. À mesure que je progressais dans les longs couloirs, je sentais les balles sortir une à une et finir par tomber au sol, ne laissant derrière elles qu'une série de plaies qui se refermaient à vue d'œil. Ils m'ont alors adressé la parole, par la pensée.
pour m'indiquer l'emplacement d'une issue. Je savais que ce geste n'était pas gratuit. Mais sans leur aide, je n'aurais jamais trouvé la sortie. Elle se trouvait dans un hangar immense. Mes yeux, mi-humains, mi-aliens, s'adaptaient en partie à l'obscurité. Je pouvais distinguer des engins. Certains m'étaient familiers, parmi lesquels des chars d'assaut et des hélicoptères de combat. D'autres, en revanche, étaient d'origine inconnue. Ces derniers étaient tous partiellement détruits, sans doute des suites d'un crash. L'un d'eux attira mon attention. Il était sans fenêtre, sans ailes et sans moteur apparent. J'arrivais à voir à travers la carcasse ce qui semblait être un tableau de bord et 2 sièges cryogéniques. Il y en avait plusieurs de ce modèle. Je me suis pas attardé et j'ai gagné l'immense porte qui se trouvait 1 kilomètre plus loin. Problème, si jusque-là j'avais progressé seul, la porte était gardée par une vingtaine d'hommes en armes et autant de l'autre côté de la porte. Je m'arrêtai derrière l'un des engins pour mieux voir. Seul un gyrophare rouge fixé en haut de la porte envoyait quelques rayons éphémères dans les ténèbres du hangar. Les soldats avaient le doigt posé sur la détente. Ils scrutaient l'obscurité avec leurs lunettes de vision nocturne. C'est alors que j'ai reçu de nouvelles instructions. En une phrase, j'avais reçu l'équivalent de toute une encyclopédie humaine relative au pilotage de l'engin derrière lequel je me trouvais en cet instant. Il convient de dire que je n'ai jamais été bon étudiant. J'étais même plutôt médiocre. Mais j'avais soudain la faculté d'emmagasiner et de comprendre toutes les subtilités de cet ovni, qui plus est dans une langue inaccessible aux hommes. Pire, j'avais en un instant l'expérience d'un pilote aguerri. Sans hésiter, j'ai ouvert l'une des portes latérales par la simple pensée. La portière n'avait ni poignée, ni aucune marque qui indique qu'il y avait là une porte à ouvrir. La navette spatiale était certes endommagée, mais l'un des 2 canons fonctionnait encore. Il était pile dirigé vers le grand portail blindé et jalousement gardé par l'armée la plus puissante du monde. À l'intérieur, je me suis installé dans un siège en suspension, et devant moi, les commandes. J'ai passé une main par-dessus le clavier principal et tout s'est éclairé comme par magie. Je dis comme par magie, car j'adresse ce message radiophonique aux humains. Mais cet effet lumineux ne m'a pas surpris le moins du monde. Je le répète, je suis d'une espèce hybride, à mi-chemin entre la Terre et l'exoplanète sur laquelle je suis retenu prisonnier. Un signal lumineux a attiré l'attention des soldats. La moitié a progressé en ligne jusqu'à moi. J'ai alors activé le canon. Ils se sont écartés. Ils ont eu raison, car du canon est sorti un rayon dense qui a éclairé tout le hangar. La lumière était si forte que j'ai plissé légèrement mes yeux humanoïdes. Le canon n'a émis aucun son, et un trou immense s'est formé au centre de la porte, déversant çà et là le métal en fusion. Ma navette ne pouvait certes plus voyager à la vitesse de la lumière. Le cercueil cryogénique était certes inutilisable, mais l'engin pouvait encore voler. J'ai actionné une commande d'un simple geste et l'appareil s'est mis en vol stationnaire. La lévitation m'a procuré une sensation jusque-là inconnue et jouissive. J'avais l'impression que je volais, non pas à la manière d'un aigle, mais plutôt d'un astronaute. J'ai déclenché l'accélérateur et le vaisseau a franchi la porte à une vitesse folle. J'ai entendu quelques tirs désespérés derrière moi, puis plus rien. J'étais déjà dans la stratosphère. Mon cerveau avait perdu une partie de la mémoire. Étrangement la mémoire primitive, ancienne. Le nom de ma mère, mes premiers souvenirs d'enfance. Je ne me rappelais que des dernières 72 heures, et j'avais réussi à retrouver le nom de mon petit-fils, Andy. C'est cette lutte mentale, cette faculté de résistance, qui intéresse les envahisseurs. J'ai survolé la ferme et le champ dont je me souvenais. Tout ça était encerclé par le FBI, l'armée et la police scientifique. Des hélicoptères balayaient la zone, mais je restais invisible à leur radar. Là-haut, j'ai pensé à Andy et au monde que j'allais lui léguer. Mon testament terrien ne servait plus à rien. Je n'allais plus lui léguer la maison, la grange et le champ. Quant à l'argent du compte en banque, eh bien il reviendrait à la banque. Les aliens aussi voulaient m'étudier, pour ma résistance, comme je l'ai dit. J'étais un cas unique au monde, peut-être même le premier humanoïde hybride de tout l'univers connu. J'aurais dû devenir comme eux, et non pas m'arrêter à mi-chemin dans la transformation. J'avais acquis certains pouvoirs, ça devait intéresser tout le monde.
Oh, ils me considéreront peut-être comme une menace, alors ils m'élimineront. Mais je ne peux pas fuir. J'ai encore besoin de leur aide pour retrouver Andy. J'étais là, dans le cockpit de mon vaisseau spatial. Je communiquais par la pensée les termes de notre pacte. J'accepterais de les suivre si Andy venait avec moi. Ils ont accepté et m'ont envoyé une carte. Elle est apparue en hologramme sur le tableau de bord et le vaisseau s'est mis en pilotage automatique. La base n'était plus qu'à une dizaine de kilomètres. Je voyais déjà le dilemme du général. Abattre mon vaisseau pour protéger la base et conserver Andy à l'étude, ou me neutraliser sans me tuer, car j'étais capable de piloter un engin extraterrestre 100 fois plus développé que le meilleur de leurs appareils. En somme, je pouvais les aider à faire de la rétro-ingénierie, et ça n'avait pas de prix. Ils m'ont donc laissé entrer dans leur espace aérien d'ordinaire jalousement gardé. 2 avions de chasse m'ont escorté jusqu'au tarmac. Je me suis posé devant une assemblée de militaires et de généraux. Ils voulaient négocier. Andy était là, sur une civière. En guise de garantie, la porte de ma navette s'est désolidarisée du reste de l'appareil et est restée en suspension, sous les regards fascinés et intéressés de l'armée américaine. J'ai posé un pied sur la première marche de l'escalier translucide qui descendait jusqu'au sol, et je suis resté là, à regarder ces hommes et ces femmes. Eux aussi avaient un pacte à me proposer. Vous penserez sans doute que j'étais là devant un dilemme cornélien, aider mon espèce originelle ou rejoindre les rangs des envahisseurs. Mon ADN était certes partagé, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de peser le pour et le contre. Ils m'ont incité à déclencher l'onde. Autour du brancard d'Andy, j'ai créé un champ protecteur invisible à l'œil nu. J'entendais leurs murmures dans mon cerveau reptilien. Ils bourdonnaient. J'ai laissé l'onde grandir en moi. Un flux s'est formé autour de mes bras, puis l'onde est sortie avec une vitesse et une violence qu'il est vain de décrire. À part Andy, tout est parti au loin. Jeep, femmes et hommes en armes, avions de chasse, tout. L'onde n'a laissé dans son sillage qu'un tarmac fracturé et retourné, comme si un tremblement de terre avait tout dévasté. J'ai marché jusqu'à la civière et là, je l'ai vu, un petit garçon en pleine mutation. Que lui avait-il fait ? Ils avaient dû lui injecter une partie du sang qu'il m'avait prélevé. Andy présentait des croûtes sur le visage et des taches noires çà et là. Il respirait à peine. Je l'ai mis dans la navette. J'espérais qu'il nous aiderait à stabiliser son état de santé. Les aliens nous ramèneraient chez eux, tout comme les colons européens ramenèrent jadis quelques spécimens indigènes du Nouveau Monde. À cette pensée, j'eus un léger sourire. Ma navette s'est mise en pilotage automatique et a rejoint le vaisseau mère. Invisible et indétectable sur les radars humains, il était stationné dans un champ de blé. J'ai garé ma navette dans leur soute, puis nous avons disparu dans le firmament. 10 jours plus tard, je me suis réveillé de mon sommeil cryogénique. Pendant quelques secondes, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un songe, que j'allais me réveiller sur mon rocking chair, face au champ que je devais couper. Andy à mes côtés. Et Caramel aussi, notre chien. Mais non, je suis bien le cobaye d'une espèce alien qui a mis le cap sur une exoplanète inconnue dans un univers inconnu. Dans la pièce, il y a une radio. Ce n'est pas un hasard si elle est là. Ils ont dû penser à juste titre que l'humain qui perdure en moi aurait besoin de se confier, d'envoyer un message à la Terre. Je suis donc là, devant cette radio, à raconter notre histoire, en espérant qu'elle parvienne un jour aux oreilles du monde des hommes. Dieu seul sait le sort qui m'est réservé. Celui d'Andy est compromis, mais j'ai bon espoir que leur médecine guérira mon petit-fils. Pour ma part, je serai peut-être l'ambassadeur qui fera le pont entre eux et les hommes. J'ignore quand ils envahiront la Terre pour servir leurs intérêts. Je peux simplement dire qu'ils n'ont aucune intention de la laisser entre nos mains, nous qui sommes en train de la détruire. Au mur, on peut voir le portrait de Marie Curie. Et si l'on baisse le regard, tout un arsenal de tubes à essai, de cahiers de notes et tant d'objets qu'il serait vain de décrire. Seule une petite lampe éclaire le grand plan de travail sur lequel une jeune femme s'est endormie la tête dans les bras. Elle porte une blouse blanche, ses cheveux sont soyeux et son visage d'une rare beauté. Cette femme est aussi belle que savante,
Voilà des années qu'elle travaille sans relâche. Elle sursaute dans son rêve, essuie le filet de bave qui tombe du coin de sa bouche, et remet en place ses immenses lunettes rouges. Elle regarde avec un certain désarroi ses papiers en désordre, puis pose son regard sur la pièce attenante. À l'intérieur, des cadavres de robots. Ils ont tous en commun 2 choses. La première, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme prévu. Certains s'écartent de leur plan d'action, d'autres consomment trop de batterie, et d'autres encore, et c'est là le plus inquiétant, semblent mal intentionnés. Deuxième chose qu'ils partagent, l'apparence. Leurs apparences sont identiques à celles de leur créatrice. Oui, la savante, quelque peu narcissique, crée des clones d'elle-même. Autrement dit, elle s'autoclone. Et si la première génération avait été un échec, du moins elle était sûre qu'ils devaient tous avoir son visage, ses cheveux, ainsi que son corps svelte et élancé. La femme savante, découragée par ses échecs, claque la porte du laboratoire et rentre chez elle, c'est-à-dire un étage au-dessus. Dans le salon, toute la vaisselle de l'avant-veille. Les pattes sont restées collées au fond de l'assiette, et à côté de l'assiette, un vieux livre. Sur la couverture, on peut lire ces mots. Traité d'humanisme et de cybernétique. D'un certain Sir Thomas More, Carpenter. Ni plus ni moins que l'arrière-grand-père de cette jeune savante. Le sous-titre du livre, en première page, résumait le propos du traité. Comment la cybernétique peut sauver l'humanité d'elle-même. À l'intérieur, des suites de commentaires philosophiques illustrés par des schémas de robotique et des formules sans fin, en rapport à la bionique. Le volume ne compte pas moins de 4000 pages et autant de post-it sur lesquels la jeune femme a pris des notes. Je n'arrive à rien, pense-t-elle, et le livre ne me fait plus avancer. Il me faut quelque chose de nouveau. Elle regarde autour d'elle en guise de réponse, puis se met à faire les 100 pas dans l'espoir de comprendre ce qu'elle aurait oublié ou ce qu'elle aurait mal fait. C'est alors qu'une idée surgit. Elle ouvre une commode et fouille à l'intérieur. Tout au fond, l'album de photos de sa promotion. Elle l'ouvre et finit par retrouver la photo de ses anciens camarades d'école. Quelque temps plus tard, l'homme s'avance au centre du laboratoire. Il a le sourire aux lèvres. Toujours aussi désordonné. Toujours aussi désordonné, dit-il à l'endroit de la femme. Il continue de sourire tout en balayant la salle. Puis son sourire s'efface et il fronce les sourcils. La pièce du fond l'intrigue. Elle est à peine éclairée, mais il distingue nettement des corps au sol. Il prend peur et se retourne brusquement. « Je peux tout expliquer, dit-elle. Viens, je vais te montrer. » Il se décrispe un peu et s'écarte pour la laisser passer. Elle allume l'ordinateur central et lui montre des lignes de code. « Regarde, il doit y avoir des erreurs, dit-elle. Et je suis fatigué, je suis incapable de les trouver. »« Coucou, un instant, dit-il en redressant le buste. C'est bien ce que je pense ? Oui, dit-elle. Il devient perplexe. Tous les principes d'intelligence artificielle étaient dans le traité, ajoute-t-elle. Je n'ai fait que construire le code autour. Mais ce n'est pas ma spécialité, comme tu sais. Il reste de marbre. À la fois terrifié à l'idée de toucher au code, mais aussi fasciné par ce qu'il pourrait engendrer, et aussi fasciné par l'intelligence et l'audace de sa collègue, et aussi un petit peu par sa beauté. Il se dirige vers la salle du fond. La femme pousse alors un interrupteur, et toute la pièce s'illumine, laissant en évidence les cadavres robotiques. Il a le souffle coupé, il sait à quoi il a affaire. Il est d'autant plus choqué que tous les robots ne sont ni plus ni moins que des clones de la femme qui se trouve dans son dos. Elle s'avance vers lui et dit « Aide-moi à les remettre en marche » avant de déposer un baiser sur sa tempe. Il est assez surprenant de voir combien l'homme est obéissant, et ce par loyauté envers une amie ou par amour envers une femme. Les deux camarades avaient toujours eu l'un pour l'autre une certaine attraction, tant physique qu'intellectuelle.
Encore que la femme était moins encline aux sentiments amoureux et que ses ambitions dépassaient de loin les murs austères de la prestigieuse ESP, École savante Polytechné. À contre-cœur d'abord, puis par pur plaisir scientifique, et aussi par amour, il corrige le code informatique. Il travaille 3 jours durant. Il améliore même certaines lignes codées à l'ancienne. Au fond de lui, il sait que son ancienne camarade n'éprouve plus rien pour lui. Mais il se dit que si ces clones fonctionnent, eh bien, il pourrait peut-être en avoir un pour lui. Mais la suite prouve que non. Quant à elle, elle l'observe à distance, impatiente de voir ses clones en marche, tels qu'elle les avait imaginés. Oh, je crois que je vais aller me coucher. Je crois que je vais dormir un peu, lui dit-il, tandis qu'il apporte au programme d'intelligence artificielle sa dernière touche. Il se lève doucement, manque de vaciller, puis va s'écrouler sur le sofa qui se trouve près de l'entrée. Elle lui apporte une couverture et dépose un autre baiser sur son front. Après quoi, elle lance le programme. Au début, chaque clone avait une seule et unique mission. Et heureusement, ces missions étaient d'ordre humaniste. Elle en libère 10. Chaque clone a son domaine d'action, en général limité à une communauté ou un quartier. Tels des Mormons, ils vont à la rencontre des habitants. Et bientôt, on peut voir des groupes se former autour des clones. Les habitants les écoutent avec une fascination telle que les autorités s'intéressent au phénomène. Qui est cette femme qui fédère la foule? De quoi parle-t-elle? Quel est donc son but? Les gens commencent à parler de la femme qui prêche ça et là. Certains disent l'avoir vue tel jour à Oxford Road, près du pont Goldwyn, ou en périphérie, en bas des tours d'East Town. Son audience ne connaît pas de limite. Retraités, jeunes chômeurs, cadres en mal de sens, employés au bord de l'aliénation, mères au foyer, pères au foyer, enfants turbulents, grands-parents arthritiques. Tous viennent voir la femme de l'espoir. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et vient un moment où la police reçoit pour ordre d'arrêter la femme. Elle reçoit beaucoup trop de dons de la part du voisinage. On l'interroge, mais le chef de la police ne tarde pas à comprendre qu'elle n'est pas seule. « On dirait que cette femme a des jumelles, » dit un officier. « Regardez ça, chef. » Sur l'écran, plusieurs caméras de sécurité. On peut voir la femme de l'espoir à l'œuvre dans tous les quartiers de la ville, à la même heure. Qu'est-ce que c'est? J'appelle le maire. Le chef de la police envoie les vidéosurveillances au maire et s'entretient avec lui au téléphone. Il reçoit l'ordre d'arrêter ces femmes et de confisquer tous les dons. On procède aux arrestations. Les clones ne résistent d'abord pas. Dans les salles d'interrogatoire, la police tente de percer bien des mystères, à commencer par le fait qu'on n'ait jamais vu autant de jumeaux ensemble. Mais le lendemain de l'incarcération des 10 jumelles, 10 autres clones arpentent les rues. On peut les entendre sensibiliser le peuple à la fin du monde, mais leur discours n'est pas apocalyptique, il est porteur d'espoir et il débouche toujours sur une action citoyenne concrète. Des potagers urbains s'organisent, des associations de lutte contre la faim naissent un peu partout, des volontaires vont dans les maisons de retraite pour tenir compagnie aux anciens. Des classes sociales jusque-là séparées se mélangent et festoient ensemble. On voit des religieux rapprocher leur communauté autour de banquets de quartier. On mange du pain béni et des mets païens à la même table. Le maire est dans le plus grand embarras. Imaginez, les femmes de l'espoir doivent être arrêtées et interrogées, mais elles ont déjà trop bonne presse auprès des habitants. Et puis, vous avez beau en arrêter 10 autres surgissent le lendemain. Un comité scientifique est chargé d'élucider le mystère et arrive rapidement à la conclusion qu'ils n'ont pas affaire à un phénomène biologique. Que dois-je comprendre? Demande le chef de la police à l'endroit du responsable scientifique. Que les probabilités biologiques d'avoir autant de femmes identiques sont trop faibles, cherchant.
trop faible pour être considéré comme un phénomène biologique. Le maire se rapproche du scientifique et dit « Ces femmes ne sont pas des humains, dites-vous » ? Eh bien, en apparence, elles le sont. Mais selon la science, c'est impossible. Le maire regarde à travers la vitre. De l'autre côté, 20 femmes en tout point pareil attendent en silence. Aucune n'a confessé quoi que ce soit. « Je vais devoir procéder à une dissection », dit le scientifique. Le maire est horrifié. Il ne sait pas quoi dire. La situation le dépasse. Je vais devoir appeler le président. Dans le laboratoire. Plus elle crée de clones, et plus elle a envie de se démultiplier. Elle est quelque peu narcissique et a toujours l'ambition débordante de changer le monde. Ce n'est pas étonnant quand vous avez 8 ou 10 ans et que vous rêvassez. Mais c'est surprenant de voir un adulte se cramponner à ce rêve infantile de sauver l'humanité d'elle-même. Tout au plus trouverez-vous cette obsession chez certains auteurs de science-fiction et certains militants. Mais là, cette idée était portée par une savante. Et ses actions ne se limitent pas à quelques pages de science-fiction, voyez-vous. Cette femme peut réellement changer le monde. Elle assigne un code unique à chaque clone et archive soigneusement le dossier qui lui est associé. Dans ce dossier, on trouve notamment le détail de la mission du clone. Et pour éviter de croiser un de ses clones en action, elle leur pose un émetteur, si bien qu'elle peut connaître leur position géographique en temps réel. Chaque émetteur oriente le clone qui reste dans sa zone d'action, de sorte qu'ils ne se croisent jamais entre eux, sauf quand la police les enferme dans une cellule commune, c'est entendu. Bientôt, le président ordonne la dissection de l'un des spécimens. On découvre la nature robotique de ces femmes. Et un enquêteur de renom est chargé de trouver le laboratoire de l'inventeur. Mais les clones se perfectionnent. Ils ne se laissent plus arrêter. Ils ont pour ordre de fuir et de sortir de leur zone d'action s'il le faut. Certains se font tout de même capturer, mais d'autres prêchent des mois durant, sans jamais se faire prendre. L'un d'eux arrive à prêcher 235 jours de suite, sans dormir, ni manger. Dans tous les quartiers de la ville, il prêche sans jamais se faire prendre. Mais son émetteur n'a pas été conçu pour durer autant. Il devient trop vieux, il faut le changer. Dans son laboratoire, la créatrice reçoit un signal d'alerte. Elle doit capturer le clone et changer son appareil avant de le relâcher. Elle parcourt la ville en fourgonnette. Le GPS indique qu'elle n'est plus qu'à quelques mètres du clone. Elle se gare et ouvre sa fenêtre. Il y a une ruelle sombre et enfumée. Le signal vient de là. Elle sort du véhicule. Elle a pris soin de mettre une perruque et des lunettes. Elle s'avance dans la ruelle humide et malodorante. De part et d'autre, il n'y a que benne à ordures et graffitis. Soudain, tandis que la fumée se dissipe un peu, elle voit une lumière rouge au sol. Elle s'approche, se met accroupie et prend l'émetteur entre ses doigts. Le clone s'en est débarrassé. Il erre quelque part dans la ville et elle n'a aucun moyen de le retrouver. Et sans émetteur, impossible de le contrôler à distance. De retour au labo, elle arrête précipitamment le programme. Plus aucun clone ne sort de son laboratoire et les quelques spécimens qui restent encore en activité se font capturer par la police. Les autorités ont découvert les émetteurs dans l'avant-bras des clones. Repérer les autres n'avait été qu'une question de temps. Dans les journaux, on peut lire « 39 clones arrêtés depuis 1 an ». 39. Il en manque un. La savante succombe à l'angoisse. Le 40e ne peut être que le clone sans émetteur. La savante ne retrouve pas sa piste et la police se fait à l'idée qu'il n'y a que 39 clones à arrêter. L'enquêteur, lui, trouve enfin le laboratoire. La police fait une perquisition et tout le matériel est emmené au commissariat pour une étude approfondie. Le FBI ne tarde pas à reprendre l'affaire et tout s'accélère. Quelque part dans les bas-fonds de la ville, le clone numéro 40 devient autonome de jour en jour. Son cerveau bionique se reprogramme seul et des questions émergent en lui.
Il se pose d'abord des questions terre à terre pour régler ses problèmes. Comment ouvrir cette porte? Comment voler cette voiture? Comment convaincre le gérant de l'hôtel de le laisser utiliser son ordinateur? Mais bientôt, une question existentielle émerge entre ses synapses artificielles. Qui suis-je? Le clone ne cherche plus à fuir ou à alimenter sa batterie. Il enquête dès lors sur son origine, apprend l'existence de ses doubles, tente même de les libérer de leur chaîne, manque de se faire arrêter par 2 fois, et finit par suivre la piste de sa créatrice. Derrière un buisson, il observe la police à l'œuvre. La maison encerclée, le laboratoire pillé. Le clone comprend d'où il vient et qui il est. Margaret Carpenter, 36 ans, née en 2354 à New Yorkshire. Signe astrologique Taureau, profession savante en cybernétique et robotique. Voilà qui il était. Le clone s'éloigne et part à la recherche de son double, le double originel, sa mère biologique. Une semaine se passe. L'enquêteur et ses hommes ont pris en filature la supposée créatrice. Ils se demandent s'il ne s'agit pas d'un clone. Ils savent qu'on ne peut appréhender un clone de la même manière qu'on appréhende un homme. Les clones incarcérés depuis plusieurs semaines ont commencé à évoluer, et certains gardiens sont ressortis blessés des affrontements qui ont éclaté. L'enquêteur veut être prudent. Un coup de poing robotique avait déjà envoyé 2 agents aux urgences. « Suivez-la à bonne distance », dit l'enquêteur à son chauffeur. Margaret Carpenter fait résonner ses talons dans la rue déserte. Il est tard. Une pluie fine tombe sur la chaussée et fait miroiter les lumières de la ville. Elle s'apprête à rentrer chez elle, enfin, dans l'appartement qu'elle loue depuis quelque temps. La ville n'est plus assez grande pour se cacher, elle le sait. Elle s'arrête, puis se retourne brusquement. Une voiture qui la suivait à faible allure freine et pile. Elle essaye de voir les hommes qui se trouvent à l'intérieur, mais ils sont trop loin et il fait nuit. Elle ôte lentement ses talons, puis se met à courir. Elle court vite. La voiture redémarre au loin et accélère. Cette fois-ci, c'est certain. Elle est suivie. Elle lance ses chaussures en chemin et entre dans une ruelle sombre. Malheureusement pour elle, la ruelle, bien que longue, se termine en cul-de-sac. Elle s'est trompée de ruelle. Arrivée au bout, elle lève les yeux vers le mur de briques qui lui fait face. « Ah, merde !» Elle se retourne, et tout au bout de l'allée, la voiture bloque la sortie. 3 hommes en armes en sortent. Mais soudain, quelqu'un la prend au col et l'attire derrière une benne à ordures. La personne a posé sa main sur sa bouche, et dans la faible lueur du lampadaire, elle se voit elle-même. Elle n'ose plus bouger. C'est son clone, et elle n'a pas le moindre indice sur ses intentions. Le clone paraît tout aussi désemparé pourtant. Il aimerait dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Soudain, il lève son bras et assomme Margaret d'un grand coup sur la tête. « Nous savons que vous êtes là, Margaret !» s'écrie l'inspecteur. « Montrez-vous, et les mains en l'air. » Le clone obéit, laissant Margaret derrière la benne à ordures. Il lève les bras en l'air, s'avance lentement et dit « Je me rends ». Sa voix n'a rien de robotique. Elle est identique à celle de Margaret, tout comme son visage. L'enquêteur est sceptique. C'est trop facile, pense-t-il. Il sort ses menottes et, voyant que l'individu se laisse faire, sa défiance se dissipe. Les 3 hommes l'embarquent et la voiture disparaît dans la nuit. La presse a depuis mis à jour toute l'affaire. Le 40e clone, dépourvu d'émetteur et en tout point pareil à un humain, a été jugé comme étant Margaret Carpenter. Le comité scientifique n'a pas obtenu le droit de dissection demandé. Le maire s'y est fermement opposé. Le travail et le matériel de Margaret est devenu la propriété de l'État. Le FBI et l'armée se disputent en partie ses avancées prodigieuses en matière de cybernétique et robotique,
Et Margaret n'a pas eu droit à un procès équitable. Elle a été jugée pour avoir troublé l'ordre public, extorqué les sous des braves gens, et pour d'obscurs chefs d'accusation. En résumé, pour avoir été en avance sur son temps. Et en plus, philanthrope. Mais les citadins, acquis à la cause de ces clones, ont manifesté depuis pour obtenir sa libération. Plus de métro, ni de bus pendant des semaines. Des poubelles qui s'accumulent. Des milliers de personnes sur les places. Les autorités n'ont eu d'autre choix que de remettre Margaret en liberté. Une liberté toute relative, puisqu'elle doit porter un bracelet électronique jour et nuit. L'armée, quant à elle, a depuis utilisé ces procédés de clonage à des fins destructrices, et la police à des fins d'espionnage. Des hommes ont reçu plusieurs prix Nobel grâce à son travail. Margaret Carpenter a aujourd'hui 158 ans. Oui, 158 ans. Elle n'a que ses yeux pour pleurer et regarder la vallée verdoyante où elle s'est installée. Dans le fond du jardin, on peut voir une sépulture, et sur la tombe en pierre, on peut lire ces mots. Ici repose Margaret Carpenter, savante et mère de tous les clones. Il était une fois une famille de Français qui n'avait rien demandé à personne. La famille Voggis vivait quelque part en Normandie, à équidistance de la forêt et de la mer. Les deux parents élevaient leurs enfants avec attention et droiture. Les enfants faisaient quelques caprices, mais ils étaient d'un naturel sage. Ils travaillaient depuis la maison, tout comme leurs parents. Ils travaillaient dans le salon tous ensemble, chacun sur son ordinateur ou sa tablette. Ils mangeaient à heure fixe, partaient sur les chemins de randonnée en fin de journée et se frottaient rarement aux gens du village voisin. Les enfants n'avaient pas d'amis, les parents non plus. Mais cela ne paraissait pas les affecter, loin de là. Le clan familial composait avec la solitude, ils n'avaient pour eux que leur bonhomie. Les Voggis redoutaient les hommes. Mais si la société des Français les avait laissés vivre tranquilles, en paix, un groupe d'hommes en avait décidé autrement. À plusieurs centaines de kilomètres de là, le président Vladimir Vostovin avait été très vague sur le sujet. Il avait simplement répondu à la journaliste « Il y a certes des secrets d'État, mais je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. » La question portait sur une expérience sino-russe, aux confins de la Sibérie. Un internaute, adepte de Wikileaks, avait révélé des mouvements financiers très suspects. Des millions d'euros pris aux contribuables étaient investis dans un centre expérimental dont on ne connaissait presque rien, si ce n'est qu'il était dans une zone sécurisée par l'armée de terre et qu'on en avait vaguement parlé dans les journaux. Les journalistes n'avaient pas même un nom pour le qualifier. Le centre du secret, avait-on fini par l'appeler. Quant au Parti communiste chinois, même flou artistique, les dirigeants n'avaient laissé filer aucune information. Le jeune hacker qui avait révélé les détournements de fonds publics avait été vite arrêté. Son procès durait depuis des mois et on n'entendait plus trop parler de lui. Avait-il été jugé? Croupissait-il déjà dans une geôle de Sibérie? Un mystère de plus qui rejoignait la longue liste des mystères qui entouraient le centre du secret. Vostovin ajouta « Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais me retirer. » Il se leva, puis un homme l'interpella dans le fond. « Nous allons être très attentifs, monsieur Vostovin, et nous ferons nécessairement le rapprochement entre d'éventuels incidents et le centre. » Il parlait du centre du secret, bien sûr. Vostovin sourit, puis disparut dans les coulisses du bâtiment, laissant les journalistes dans le même état d'ignorance et de frustration avec lequel ils étaient entrés. Vostovin avait bien mauvaise presse, dans son pays et en dehors. Les accusations les plus folles couraient à son endroit, à croire qu'il aimait s'entourer du mystère et exciter les spéculateurs. Le problème, c'est que le centre du secret fut à l'origine d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire universelle. Une catastrophe irrévocable a priori, et qui dépassait largement les confins de la zone sécurisée, aussi militarisée soit-elle. En un mot commençant, le champ gravitationnel de la Terre s'effondra. Les femmes, les hommes et les choses se mirent à s'élever dans les airs,
lentement certes, mais de façon irréversible. Des experts de l'ONU, du moins ceux qui survécurent au cataclysme, devraient déterminer plus tard l'origine géographique exacte du fléau. Et oh surprise, la latitude et la longitude étaient celles du centre du secret, qui n'avait du coup plus rien de secret. Les chaises et le mobilier des gens grimpaient lentement au plafond, ainsi que les habitants eux-mêmes. Vostovin, heureusement pour lui, était chez lui quand ça arriva. Il fut retenu par le plafond. La tête à l'envers, il put voir par la fenêtre comment ses concitoyens, ceux qui étaient dehors, montaient au ciel pour ne pas en revenir. On entendait leurs cris de désespoir, puis plus rien. Le silence de la ville en arrêt, la fin du monde. Pour survivre, il fallait être dans une maison solidement ancrée, ou en sous-sol, ou peut-être près d'un arbre bien enraciné, et voilà, s'accrocher aux branches. Les animaux furent plus touchés encore que les hommes. Leurs habitats ne leur permettaient pas d'être retenus près du sol. Très rarement. Seuls les animaux domestiques dans les écuries pouvaient s'en sortir, ou les animaux domestiques dans les maisons et les appartements. Les bestioles souterraines, oui, elles pouvaient s'en sortir, et les espèces volantes pouvaient avoir une chance. Mais globalement, toute vie monta au ciel, et l'on vit bientôt une couche d'êtres s'accumuler dans la stratosphère. Le soleil perçait par endroits, là où les hommes, les animaux et les choses ne s'étaient pas accumulés en une masse compacte et morte. Certains humains étaient en forêt le jour du drame. Ce fut le cas d'une famille française partie en randonnée, vous auriez deviné, la famille Voggis. Ils durent s'accrocher aux arbres et essayer de rejoindre un abri proche. Si le père avait réussi à prendre son fils par le bras, la mère n'avait pas pu retenir sa fille, plus âgée que le frère et donc trop lourde. Elle était partie au ciel, littéralement. Au loin, on pouvait voir l'eau des étangs monter au ciel en de fines gouttelettes, tout comme l'eau des puits et des réservoirs. Certaines pierres, assez grosses, décollaient légèrement du sol et se retrouvaient à 1 ou 2 mètres au-dessus du sol, en suspension. Mais tout ce qui pesait moins lourd s'envolait. Lentement certes, mais sûrement. Le fils Voggis pleurait sa sœur, tandis que la mère tentait d'être forte. Le père, lui, était tout étourdi par les effets de la gravité d'une part, et la tragédie à laquelle il ne croyait pas encore, mais il suivait les ordres de sa femme. « Cédric, dit-elle, prends bien le bras de Benjamin. » Le père secoua la tête pour acquiescer, eut la tête qui tourna, puis prit le bras de son fils. Benjamin lâcha la branche pour se cramponner totalement à son père. « C'est bon, dit-il, je te tiens. » Le fils pleurait toujours, et ses larmes s'élevaient le long du tronc d'arbre. « Il faut qu'on atteigne cette grange, dit Béatrice, la mère. On verra ce qu'on fait après. » Le père tourna légèrement le cou et vit une grange abandonnée à une dizaine de mètres. Les précédents propriétaires avaient dû s'envoler. « Comment tu comptes t'y prendre ?» dit Cédric. Et à la mère de répondre, « On va s'accrocher aux arbustes qui jonchent le chemin. »« Mais chérie, c'est beaucoup trop risqué. » « Écoute Cédric, on ne tiendra pas longtemps accroché aux arbres, » répondit sèchement Béatrice. « J'y vais la première. » Cédric n'eut pas le temps de protester que la mère de famille descendait du tronc. Elle progressait avec lenteur et plantait ses ongles dans les interstices de l'écorce. La gravité n'était pas forte, mais il suffisait d'un geste maladroit pour partir au ciel. Au pied de l'arbre, Béatrice Voggis prit une grande inspiration et poussa fort sur ses jambes pour se lancer vers un arbuste. 2 mètres la séparaient de cet arbuste. Il commença à monter au ciel, mais put s'accrocher à l'une des branches, et heureusement, l'arbuste était solidement enraciné. Encore qu'il se souleva légèrement quand elle en saisit la branche. « C'est bon, dit-elle. Je continue. Attends que je sois dans la grange pour me suivre, ok ?» Cédric acquiesça sans rien dire, et la vit sauter d'un arbuste à l'autre. Il eut un haut le cœur en la voyant attraper une branche du bout des doigts, avant de reprendre la main. Entre le dernier arbuste et la porte de la grange, il y avait 5 bons mètres. Béatrice n'y pensa pas à 2 fois, elle s'élança et fit des mouvements de brasse pour rejoindre la porte. Elle nageait littéralement dans les airs, et elle put s'accrocher de justesse au linteau. « Vas-y, Cédric !» cria-t-elle. Cédric prit le même chemin. Son fils le serrait fort par la taille. Ils purent progresser avec une extrême lenteur, mais parvinrent sans problème à l'avant-dernier arbuste. Mais Cédric rata la branche du dernier arbuste, et ils commencèrent à s'élever dans les airs. « Viens vers moi !» cria la mère. « Fais des mouvements de brasse !» Cédric obéit, mais son fils l'empêchait de faire des mouvements larges, et voyant qu'il n'y arrivait pas, il prit
prit son fils et le lança le plus fort possible vers la mer. Béatrice put le prendre par la main, et M. Voggis, quant à lui, regarda avec stoïcisme sa femme et son fils s'éloigner. Il entendait leurs cris de désespoir en contrebas, puis il finit par ne plus rien entendre que le bruit du vent. Il ferma les yeux et attendit la mort. Les premiers symptômes de l'effondrement de la gravité, du moins de l'altération qu'ils avaient créée en labo, furent des maux de tête. Tout le sang du corps affluait vers la tête. Au mieux, vous pouviez vous mettre à l'horizontale, vous pouviez tenter de reposer peut-être votre tête au plafond, mais ce n'était pas tenable. Ce soir-là, ni Béatrice ni le jeune Benjamin ne purent dormir. Ils s'étaient allongés dos au plafond et regardaient le sol 6 ou 7 mètres plus bas. Le fils tenait la main de sa mère, et ils seraient morts ainsi, de faim, de soif, de fatigue et de chagrin, si les Russes, ou plutôt le gouvernement russe, n'avaient pas réparé sa connerie. Au petit matin, la gravité s'inversa brutalement, et tout retomba en l'état. Béatrice tomba au sol lourdement, mais elle ne se cassa rien par un heureux hasard. Son fils, lui, se brisa le bras droit. Pourtant, il contint sa douleur et n'émit aucun son, comme s'il n'était plus capable d'éprouver la moindre sensation. Ils entendirent soudain un bruit de fracas. Quelque chose était retombé sur le toit de la grange. Puis on entendit des bruits sourds alentour. Ça dura plusieurs minutes comme ça, puis plus rien, le silence. Béatrice mit le bras de son fils en écharpe, puis ils avancèrent avec appréhension vers l'extérieur. Le jour se levait à peine. Ils firent le tour de la grange et virent sur l'un des versants du toit un homme. Il était mort, bien sûr. Ils s'éloignèrent et découvrirent en chemin des chevaux, et tant d'animaux auxquels d'ordinaire on ne faisait pas attention. Leurs veines avaient éclaté sous la pression des hauteurs, et leurs membres, fracturés par la chute, rendaient le spectacle un peu plus macabre encore. La mère Voggis voulut mettre sa main sur les yeux de son fils, mais devant un tel massacre, c'était peine perdue. Au loin, des poissons morts flottaient sur l'eau. Certains avaient atterri sur la plage ou dans les prés voisins. Béatrice regardait chaque cadavre avec appréhension. Elle avait peur d'y voir le corps de sa fille ou celui de son mari. Benjamin s'arrêta soudain, devant le corps d'un enfant. Son crâne avait heurté une pierre et son cerveau s'était déversé dans l'herbe. Béatrice déglutit, à grand-peine, et prit son fils par la main. Ils poursuivirent leur marche et arrivèrent dans une petite clairière. Là, entre quelques petits mammifères morts, étaient étendus le père et sa fille, enlacés. Les corps étaient tellement serrés l'un contre l'autre qu'on les enterra ensemble.